Aujourd'hui, avec nous, Corinne Gouget. Bonsoir, Corinne. Oui, bonsoir, on peut le dire maintenant à cette heure-là, peut-être. Bonsoir. Ça va bien? Très bien, et vous? Oui, on sent tout de suite que ça va être chaud, cette émission. Alors, vous venez pour nous parler de plusieurs choses, notamment de votre livre, Les additifs alimentaires, les éditions? Les éditions du Chariot d'Or. Les éditions du Chariot d'Or. Alors Corinne, avant de pouvoir rentrer dans le vif du sujet et de nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez pris contact avec la radio, vous étiez déjà venu il y a de ça 1 an et demi, 2 ans. 2 ans. Et refaire un petit peu un historique de votre histoire, justement, savoir un petit peu qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces additifs alimentaires. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que en 1993, je me suis retrouvée en Angleterre. Et ce n'est qu'en 94 que j'ai découvert l'existence de ces petits E qui sont cachés sur les étiquettes dans un article de presse anglais. Et dans cet article, il faisait la publicité pour un petit carnet bleu qui est là, qui s'appelle Find Out, et où on expliquait que pendant la grossesse, il y avait certains additifs à éviter, donc tout ce qui était classé rouge et orange. Seulement voilà, ce petit carnet ayant été édité en 86, on ne parlait pas de l'aspartame. Ça faisait déjà de longue date, 86. Ça faisait déjà plusieurs années, oui. Et donc, pendant 11 ans, j'ai pas su. Mais dans le doute, je me suis abstenue. Or, dans ma famille, certaines personnes, pour se moquer de moi, m'ont dit c'est des bêtises. Vous étiez enceinte vous-même à ce moment-là? Pardon, moi j'étais enceinte, oui. Donc j'ai décidé d'acheter ce petit carnet. J'ai fait mes courses avec ce carnet anglais pendant 11 ans. Et pendant ce temps, dans ma famille, des personnes ont consommé cet édulcorant sous différentes formes. Et en 2003, j'avais vécu de longues années assez difficiles. Et en 2003, j'ai donné ce carnet dans ma famille à quelqu'un en France. Et là, il y avait une personne qui était dans ma famille aussi, qui était décédée d'une tumeur au cerveau. Et en fait, j'ignorais qu'elle en consommait. Et c'est qu'en 2003, donc, j'ai racheté ce carnet l'ayant offert. Et là, il y avait la première mise à jour en 16 ans. Une tumeur au cerveau, est-ce que vous avez, fait un lien quelconque? Est-ce que d'ailleurs, dans ce petit carnet que vous avez en Angleterre, il était noté les effets secondaires, peut-être, si on peut appeler ça ainsi, en prenant ces il y avait les effets secondaires de tous les additifs, sauf ceux qui suivent le E927. Or, l'aspartame, c'est le E951. Donc, pendant 11 ans, je n'ai pas su. Et ce n'est qu'en 2003, quand je l'ai racheté, qu'il y avait une première mise à jour en 16 ans. Et là, j'ai compris qu'il y avait un petit problème puisqu'ils avaient découvert le livre du docteur Russell Blaylock, qui est un Américain, qui est neurochirurgien, spécialiste du cancer et nutritionniste, et qui a écrit un livre en 1995, qui est là, qui s'appelle Excitotoxins, The Taste That Kills. Entre autres termes, excitotoxine, le goût qui tue. Donc le terme excitotoxine a été inventé par le docteur John Olney aux États-Unis il y a plus de 40 ans. C'est un mot pour expliquer qu'un produit toxique passe dans le cerveau jusqu'à exciter les neurones et les détruire. Et donc ce docteur Blaylock expliquait là que après des années de recherche et d'analyse et de travaux, ils ont constaté que certains additifs posaient des risques, surtout pour le cerveau. Et là, j'ai tourné la page et j'ai réalisé qu'il y avait une petite liste sommaire de 25 effets secondaires au lieu des 92 reconnus officiellement depuis 15 ans aux États-Unis. Et là, j'ai compris mon cauchemar. D'accord, donc 92 officiellement aux États-Unis. Oui. Les effets secondaires, parmi ceux qu'on peut... On va en parler un petit peu tout à l'heure. Moi, si vous voulez, j'ai acheté ce livre très rapidement. Je me suis déplacée. J'ai été voir Belinda Barnes, qui est une femme de 75 ans, qui avait écrit ce carnet. Et je lui ai expliqué qu'il fallait le faire mettre à jour, le distribuer à grande échelle pour informer le public, parce que la loi indique qu'on a l'obligation de faire savoir au public les résultats de certaines études scientifiques, et ce n'était pas fait. Et elle m'a dit, moi j'ai 75 ans, j'ai pas le temps, est-ce que vous voulez le mettre à jour? J'ai dit oui. Et j'ai dit oui, mais moi je veux faire ma version en français, espagnol, etc. Et elle m'a dit, votre version, ça sera votre bébé, moi je veux ma version en anglais. Et voilà, moi je l'ai mis à jour, il est sorti, donc mon livre est sorti, je me suis mise à travailler dessus en 2004, je suis en même temps rentrée en France, et là j'ai découvert qu'en France, c'est pas que les Français sont idiots, loin de là, les Français, on leur a pas dit, on leur a menti. Du tout? Rien? À savoir que le petit carnet Rien. bleu qui vous a permis de découvrir ces fameux additifs alimentaires en Angleterre, vous en France, aucune nouvelle, rien du tout, aucune prévention, rien qui a été écrit Il y avait certains guides, mais qui ne disaient pas tout.
Et moi, étant bilingue après 11 ans passés en Angleterre, j'ai réalisé qu'en France, on consommait d'énormes quantités de produits édulcorés, surtout dans les régions où il fait très chaud. Et j'ai réalisé qu'il y avait un lien entre les effets secondaires donc, que je découvrais progressivement et l'état des gens en France. Hein. Donc j'ai commencé à faire certaines conférences en 2005. Mon livre est sorti en 2006, juste après qu'on ait fait certaines émissions ensemble. Et très rapidement, il s'est vendu dans les premiers mois 12 000 exemplaires, 25 000 exemplaires, 30 000 exemplaires. Là, on atteint dans le courant du mois 61 000 exemplaires en français. Une question qui peut paraître peut-être simple de prime abord, mais pourquoi vous êtes-vous à ce point-là investi dans la recherche des additifs alimentaires, de ce que ça provoquait notamment? Parce qu'il existe, entre guillemets, 36 000 combats. Pourquoi celui-ci en particulier? Pourquoi est-ce que ça vous a touché? Ça m'a touchée parce qu'en fait, dans le sens où les années difficiles que j'ai vécues, je voulais comprendre pourquoi. Et en rencontrant des centaines et des centaines de gens qui avaient des effets secondaires similaires, en 2005, si vous voulez, on m'a offert ça. Donc, vous pouvez le décrire ou peut-être le montrer. Aspartame Disease, an ignored epidemic. Donc ça, c'est le livre du docteur H.G. Roberts, qui est un des experts mondiaux en la matière. Alors, je sais pas, pour ceux qui nous regardent sur le canal 99, le pavé que c'est énorme. C'est énorme. Il fait 1020 pages. Donc c'est le docteur Roberts qui l'a écrit, que j'ai en photo par là. Et donc, on me l'a offert. On m'a offert ce pavé, comme vous dites, et je m'en sers énormément. Et dans ce pavé, j'ai trouvé, voilà sa photo, il est en bas. Donc il y a sa photo là, je ne sais pas si vous voyez. Donc le docteur H.G. Roberts, qui est endocrinologue et diabétologue. Et après avoir étudié des milliers de cas, il a écrit cet ouvrage qui est dédié aux volontaires, aux bénévoles de l'association Mission Possible Internationale. Donc cette association a été créée il y a 15 ans aux États-Unis par une femme qui s'appelle Betty Martini, et qui a décidé que, vu les autorités ne disant rien sur ce produit chimique, a décidé d'aider le public. Donc on est 50 volontaires aux États-Unis et 38 volontaires dans le restant du monde. Et je suis, quoi qu'en pensent certains, tant pis, je suis Mission Possible France. Il y a quelqu'un en Espagne, il y a des gens en Italie, il y a des gens en Irlande, il y a des gens en Angleterre, il y a des gens dans différents pays. Et l'idée, c'est d'informer le public. Après, les personnes continuent ou s'arrêtent, mais elles ont l'information. C'est très important. Il faut informer le public. Donc moi, en plus, j'ai décidé de m'investir, de faire ce livre, de faire des conférences. J'en ai fait à peu près une vingtaine dans toute la France et j'ai pas fini pour le moment. Et puis, parce que j'estime que même en France, c'est une démocratie, c'est un endroit où on est censé manger très correctement. C'est un pays réputé pour une très bonne nourriture. Et en fait, la malbouffe gagne du terrain très très vite. Et le problème, c'est que ces molécules, on en trouve, concernant l'aspartame, dans 6 à 8 000 produits alimentaires et aussi dans des médicaments. Et là, c'est un gros problème. Donc les experts italiens comme les experts américains ou espagnols sont très en colère parce qu'on en trouve dans des médicaments pour bébés. D'accord. Comment est-ce que, lorsque vous faites vos conférences, comment est-ce que le public réagit? D'ailleurs, qu'est-ce qui les amène à venir? Est-ce que c'est juste l'intitulé de la conférence, en se disant qu'est-ce que c'est que ça encore? Bon, j'y vais histoire de curiosité. Voilà. Alors en général, j'estime, après avoir rencontré des centaines de gens avec des symptômes, des effets secondaires typiques liés à ces produits, les gens... Je penserais qu'en France, personnellement, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi, il y a 8 à 9 personnes sur 10 qui connaissent quelqu'un qui en consomme et qui est malade, ou qui en consommait et qui est décédé. Et en France, même des gens qui se disent manger bio connaissent quelqu'un qui en prend à grande dose. Et c'est encore plus flagrant quand on vit avec la personne, quand on est vraiment dans la même famille que cette personne-là. Donc c'est toute la famille qui souffre, hein, c'est Betty Martini qui le dit. Donc du coup, ils viennent pour savoir. Déjà, le fait qu'ils viennent, je les rassure, c'est une très bonne chose. C'est qu'ils ont envie de savoir, c'est qu'ils ont fait le pas en avant pour savoir. Et ils viennent pour savoir la vérité. Donc, selon le temps qu'on m'octroie, écoute, j'ai des fois 2 heures, des fois 1 heure, des fois 1 heure et demie. C'est un électrochoc, on va dire. Hein. Donc, je les entraîne à penser positif parce qu'ils sont venus, c'est une bonne chose. Par contre, ils vont savoir. Donc, ce que j'utilise, c'est les recherches du Dr. H.G. Roberts quant au questionnaire qu'il a écrit, qui est vers la page 500 et qui fait plusieurs pages. Et donc après les avoir entraînés à penser positif, je prends une des centaines de copies que j'ai de ce questionnaire et je lis les effets secondaires. Donc là, les gens, ils réfléchissent soit à eux-mêmes, soit à quelqu'un de leur famille qui en prend ou qui en prenait.
Et les gens, je vous garantis, ils sont collés à la chaise, ils parlent plus, il y en a qui pleurent, il y en a qui rigolent jaune. C'est un silence total. Après, j'explique avec quoi est fait ce produit et pourquoi ça fait ça et comment on peut essayer de s'en sortir. Avant de rentrer finalement dans ce qui touchera chacun d'entre nous à travers justement un petit peu l'énumération de ces additifs alimentaires, de l'aspartame, où est-ce qu'on peut le trouver, dans quels aliments, notamment pour les produits pour bébés, j'aimerais qu'on définisse un petit peu quelles sont, d'après vous en tout cas, les réactions des services publics, des gouvernements, en France en l'occurrence, quel poids ont-ils pour faire entendre finalement un message qui paraît d'une évidence, ne serait-ce qu'en vous écoutant dans cette introduction, puisque des travaux qui ont été faits dans différents pays à travers le monde mettent en évidence effectivement les méfaits de ces additifs alimentaires, de l'aspartame et des conséquences que cela a sur le fait de causer, alors je ne sais pas, on va en parler par la suite, mais notamment le cancer, des tumeurs diverses. Alors, quelle est la position du pouvoir public ? En France ou en Europe ou aux États-Unis ? On peut commencer par la France et voir un petit peu s'étendant. En France, si vous voulez, aux États-Unis, il y a par exemple la FDA, qui est le Food and Drug Administration. En France, on a l'AFSA. Et en Europe, c'est l'EFSA. Donc, c'est des autorités qui ont pour rôle, depuis le 1er avril 1999 pour l'AFSA, parce que c'est bien expliqué sur Internet, rôle de contrôler toute matière qui rentre dans le cycle de l'alimentation, et animale comme humaine, et d'interdire toute molécule qui pourrait être cancérigène. Or, l'aspartame, et c'est très grave, selon le docteur John Olney, qui est un neurologue américain, n'a jamais été prouvé comme étant sans danger. Jamais. Selon lui, c'était un des premiers dans les années 1970 à prouver que cette molécule faisait des trous dans le cerveau des souris, bien avant son autorisation. Et il a tout fait pour que ça soit interdit, que ce ne soit pas autorisé dans la nourriture. Selon lui, il le dit bien sur un reportage qui est fulgurant, qui est dans mon livre sur Internet, mais en anglais, sur une chaîne américaine de télévision. Il explique que l'aspartame n'ayant jamais été prouvé comme étant sans danger, ça a été un problème scientifique, un problème monétaire et politique. Et il y a même un DVD qui existe, que j'espère qu'il sera bientôt en français, qui est sorti en 2004 et qui explique bien l'histoire de l'aspartame, qui s'appelle Sweet Misery, A Poisoned World. Donc c'est une femme qui était apparemment atteinte de sclérose en plaques et qui avait bu 20 ans de Soda Light, qui s'appelle Corey Brackett, et qui, en cherchant sur Internet, une fois à l'hôpital, a découvert la vérité sur l'aspartame. Donc aujourd'hui, elle a 39 ans, 40 ans, elle marche, elle a plus de sclérose en plaques, elle n'a plus un seul médicament, elle s'est fait désintoxiquer. Et elle a fait ce DVD en 2004 qui a été après modifié en 2005. Il y a même la suite qui s'appelle Sweet Remedy. J'imagine qu'elle a porté plainte auprès des... L'idée, c'était de porter plainte contre des moulins à vent, contre une telle puissance derrière. L'idée, c'était d'informer et de montrer par ce DVD, de ce documentaire scientifique, en prenant sa voiture. Elle a été interviewée, le docteur Roberts, le docteur Blaylock, les plus grands experts en la matière, des victimes, que ce soit des juges, des avocats, des ambulancières, des diabétiques, des gens comme ça. Donc elle a fait ces 2 DVD et pour informer. Donc ils seront bientôt en espagnol et en français. Et il y a aussi le docteur Blaylock, qui est un des grands spécialistes au monde en matière de glutamate monosodique et d'aspartame. Au niveau de la neurotoxicité, il a fait un documentaire sur la nutrition et le comportement, et un CD sur la vérité sur l'aspartame. Et aux États-Unis, ça fait un scandale, même à la télé. Surtout depuis l'année dernière, où le docteur Blaylock a continué ses recherches et a découvert de nouvelles très graves au sujet du glutamate. Donc en France, on ne dit rien. Ça n'empêche pas, j'imagine, que nos politiques ou l'AFSA est au courant. Tout à fait. Mais on laisse faire. On laisse faire. Vous, ce que vous me dites me fait penser à l'amiante. Oui. On est au courant des effets de l'amiante depuis le début du XXe siècle, le début. Et on en a pris conscience suite justement aux maladies qui ont été causées par la suite. Et avec là le désir, après le bon nombre d'années, après le bon nombre de personnes touchées par les dégâts de l'amiante, de désamianter notamment l'école de Jussieu, l'université. Bien sûr. Et là on rentre exactement au même principe.
Alors prévenir pour mieux guérir, apparemment ça n'a pas l'air d'être le leitmotiv de nos politiques. Vous m'avez appelé, insurgé, suite à une émission que vous avez écoutée. Alors Oui. je vous laisse nous en faire part. Alors, j'ai entendu, si vous voulez, dès qu'il se passe quelque chose, un article de presse, une émission, que ce soit à la radio, à la télé, c'est pas encore arrivé, mais un tout petit peu, on va dire, depuis le mois de novembre, grâce à un certain nutritionniste de Montpellier, que je respecte, qui s'appelle Laurent Chevalier. Il y a des choses qui commencent à bouger 25 ans après, mais bon, c'est déjà mieux que rien. Et dès qu'il y a quelque chose qui se passe, je reçois un email toujours d'un de mes milliers de lecteurs qui me dit attention, il y a ça. Donc c'était une émission intitulée Faut-il se méfier des édulcorants sur France Inter. Et je me suis dit, je vais tout faire pour au moins l'écouter en différé si j'ai pas le temps de l'écouter ce jour-là. Et je l'ai écouté, ça a duré 1 heure et j'ai failli m'arracher tous les cheveux. Je suis désolée, je ne peux pas entendre des horreurs pareilles, des mensonges pareils, des abominations pour cacher la vérité, pour le profit. Je peux pas. C'est impossible. Pour moi, c'est pas possible. D'entendre que ce n'est pas dangereux pendant la grossesse, d'entendre que ça serait peut-être cancérigène, mais on n'est pas sûr, d'entendre que c'est 2 molécules naturelles de la bouche des invités, je suis désolée. Je ne peux pas tolérer ça. C'est impossible. Quel était celui ou celle qui parlait? Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Ah oui, vous pouvez. Ben, il y avait certains invités de tête comme ça. Vous allez voir sur France Inter, c'était le 18 février à 10h du matin sur l'émission. Je sais qu'il y avait Laurent Chevalier, donc auteur du livre Imposture et vérité sur les aliments, qui était invité. Il devait être, si vous voulez, 2 contre 2. Mais il y avait le toxicologue, Monsieur Sicolella, qui était lui au téléphone, qui a eu quelques minutes d'audience à l'antenne. Et après, il y avait la directrice nutrition de chez Coca-Cola. Et puis un nutritionniste de Paris qui expliquait que c'était pas un poison, que tout allait bien. Et en fait, Monsieur Laurent Chevalier lui a dit, mais écoutez, sur Internet, on dit que vous êtes le président du comité scientifique d'Ajinomoto, fabricant d'aspartame. Et il a essayé de se rattraper aux branches en disant non, c'est pas vrai, je n'y passe qu'une matinée par an. Mais bon, donc voilà. Donc si vous voulez, il y a eu aussi beaucoup d'appels des auditeurs. J'espère que nous en aurons aujourd'hui librement. Et il y a eu plus de 94 messages laissés sur Internet des auditeurs, donc sur 10 pages. Et on a sélectionné 2 ou 3 petites questions inoffensives. D'accord. La représentante de Coca-Cola. La directrice en nutrition de Coca-Cola. Ah, il y a une directrice en nutrition. Tout à fait. Magnifique. Donc il n'y a pas de danger alors. Il n'y a pas de danger. Tout va bien, ils suivent les goûts des clients, le nouveau produit qu'ils viennent de sortir aux antioxydants, aux vitamines, tout va bien. Même les enfants peuvent en boire, tout va très bien. Alors, additifs alimentaires, qu'est-ce que c'est que ces additifs alimentaires? À quoi ça sert? Où est-ce qu'on peut les trouver? Dans quel aliment? Est-ce que c'est uniquement dans des produits entre guillemets sous vide, ou ça peut être dans peut-être dans certains fruits, légumes? Où est-ce qu'on retrouve ces additifs alimentaires? Qu'est-ce que c'est? Alors, bonne question. Ça serait idéal si on trouvait ces additifs alimentaires que dans des produits sous vide. Au moins, on n'aurait pas à chercher. Malheureusement, comme le dit le docteur Russell Blaylock, c'est dans toute la nourriture industrielle. Donc, Qu'est-ce que vous entendez par nourriture industrielle? Pour vous, ça correspond à quoi? En fait, il y a énormément de choses qui se mettent en place aux États-Unis, beaucoup de reportages, beaucoup d'actions, beaucoup d'associations qui se regroupent pour dénoncer certaines choses. Et quand on regarde un emballage, la maman, par exemple, qui achète un paquet de bonbons pour ses enfants, se dit c'est une grande marque, je fais confiance. Comme moi il y a 14 ans, si un produit cancérigène était vraiment dangereux, il ne serait pas autorisé. Ça c'est la loi. Normalement, c'est comme ça. Donc, les gens font confiance. Donc, il faut savoir que en Europe, du moins, les additifs commencent par un E, par exemple. On va prendre au hasard E124. Donc, voilà. Donc, il y a des mamans, et je vous garantis que c'est vrai, qui s'imaginent que c'est des vitamines E. Elles ne cherchent pas à savoir. Quand il n'y a que E104, que voulez-vous que la maman elle sache? Par contre, on peut mettre que le nom. Donc, il y a des paquets de sucreries où il y a tous les noms, sauf les E. Donc, les parents vont se dire, tiens, il n'y a pas de E, donc j'achète. Seulement, en mettant que le nom, on évite de mettre le E104. Donc, le E104, par exemple, est le jaune de quinoléine, colorant de synthèse, qui peut provoquer
des moments d'hyperactivité. Chez des jeunes enfants de moins de 10 ans, c'est très très rapide, hein, ça peut prendre 20 à 40 minutes, des fois moins. Des crises d'asthme, des rhinites, des troubles de la vue, des insomnies, le cancer du foie ou des reins chez les rats. Et le E104 mélangé avec le fameux E951 qui est l'aspartame a été dénoncé en 2005 en Angleterre à Liverpool suite à une étude de 3 ans. Donc il y a beaucoup de chewing-gum fourrés, on va dire, sans sucre, très connus en France, qui contiennent ces deux additifs, donc le E104 mélangé avec le E951, l'aspartame. Et celui-ci, ce mélange-là, du moins, peut être 7 fois plus toxique que isolément. Ça, c'était clairement 7 fois plus toxique. 7 fois. Donc je rencontre des centaines de jeunes de 15-16 ans. Quand je leur explique le problème avec cette marque-là et ces deux composants dans ce chewing-gum-là, ils me disent « je n'arrêterai jamais, ça me fait trop kiffer ». Donc je leur dis « va kiffer ailleurs ». Ça les rend dingues, ça les rend accros, vraiment accros. Donc on peut arriver à l'âge de 14-15 ans, si on n'en a pas mangé avant, à l'âge de 3-4 ans, on peut arriver à quelques chewing-gums par jour, puisqu'il y a un phénomène d'addiction. Et là, je pense très fort à une personne que j'aide beaucoup et qui est devenue une amie, qui, à 33 ans, est à 1800 chewing-gums en 3 semaines. Je sais qu'elle m'écoute, donc je lui fais un très gros bisou. Et elle n'arrive pas à s'arrêter. Mais l'addiction se fait comment Progressivement, c'est toujours progressif. Ça vient pas du jour au lendemain, c'est toujours progressif. C'est toujours progressif. Et la tranche d'âge 30-35 ans est vraiment touchée de plein fouet, puisque officiellement, l'aspartame a d'abord été autorisé le lendemain de l'élection de Ronald Reagan aux États-Unis par Donald Rumsfeld. Ah, encore lui. Dans les produits secs et après dans les sodas pendant l'été 83, pardon. Et 6 mois plus tard, c'est dans le DVD de Corey Brackett, 6 mois plus tard, on a remarqué une augmentation des tumeurs au cerveau assez grave, de diabète, de problèmes de cardiaque, etc. Mais on n'a pas voulu faire le lien. Donc voilà, et donc ces gens-là ont commencé des fois à l'adolescence à manger 2-3 chewing-gums par semaine, et puis un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. Et on se retrouve dans un engrenage infernal à ne plus pouvoir boire autre chose que ces boissons édulcorées à ces produits, ou ne plus se passer d'édulcorants comprimés dans les boissons chaudes, et à devenir complètement accro. Donc aux États-Unis, je suis désolée de l'annoncer, il y a 5 cliniques de désintoxication à l'aspartame, et 2 au Canada, pour interner les gens pour qu'ils arrêtent. Donc ce n'est pas tant l'addiction ne vient pas tant du fait du mélange de ces deux édulcorants, mais juste l'un pris séparément de l'autre suffit. Ah oui. Il y a un phénomène d'addiction assez importante. Donc il y a des gens qui vont malheureusement en arriver à des milliers de chewing-gums en un mois. Il y en a qui vont arriver à 50 par jour. Il y en a qui vont arriver à 5 litres de soda light par jour. J'ai eu des gens en France, 39 ans, 5 litres de soda light par jour. Alors justement, prenons un exemple qui pourra peut-être nous faire prendre du recul. Un soda connu, réputé, comme le Coca, on peut l'annoncer. Entre autres, mais c'est au moins c'est clair pour tout le monde, qu'il soit pris avec ou sans sucre. Quelle est la différence? Parce que de l'édulcorant, il y en a dans l'une version comme dans l'autre. Alors, normalement, dans le Coca normal, le soda normal, il ne devrait pas y avoir d'édulcorant de synthèse. Bon, il y a d'autres produits, il y a du caramel, il y a beaucoup de caféine, il y a du sucre, etc. Donc, un verre de temps en temps, on va dire, ça peut passer. Par contre, un verre il n'y a pas que cette marque, il y a des centaines de sous-produits. Les gens souvent me disent, avez-vous la liste des produits qui en contiennent? Je dis, c'est impossible à faire, parce qu'il y a des nouveaux produits qui sortent quasiment chaque mois, voire chaque semaine. C'est une folie complète. Donc, il faut lire les étiquettes. On n'a pas le choix. Seulement, l'aspartame a tendance à faire baisser la vue et à fatiguer. Donc, on a du mal à lire ces petits caractères qui devraient être lisibles. Ils sont écrits en tout petit et de plus en plus petits, de couleur vert sur vert ou bleu ciel sur bleu foncé. Donc, c'est pas facile à lire. Il faut une loupe, c'est fatigant. Mais on laisse tomber. Donc, il y en a dans des boissons où il y a des étiquettes extraordinaires qui sortent, même en ce moment, où il n'y a plus marqué light, il n'y a plus marqué diet, il n'y a plus marqué free. Mais il y en a quand même. Et comme on estime que 2 à 3% de la population pourrait souffrir de phénylcétonurie, c'est une allergie à la phénylalanine. Les fabricants sont obligés légalement de marquer contient une source de phénylalanine.
ou marqué aspartame avec E ou sans E, c'est souvent sans E dans les médicaments, ou marqué ce code, donc E951. C'est obligatoire. Donc ça, c'est pour ce qui est aspartame. Le problème, c'est que le docteur Roberts l'explique bien dans son énorme pavé, comme vous le dites si bien, ou le docteur Blaylock, le problème, c'est que ça affecte tout le monde. Est-ce qu'il y a, puisqu'on est dans les sodas pour l'instant, est-ce qu'il y a une particularité de l'aspartame concernant la température? Oui. Alors c'est surtout au niveau de la molécule du méthanol, qui est toxique à partir de 30 degrés Celsius. Parce que j'ai pu avoir cette info, je ne sais plus quand, des soldats américains en Irak qui avaient fait venir des tonnes et des tonnes de boissons gazeuses, de soda, et qui, de retour aux États-Unis, s'étaient vus, alors là, touchés de plein fouet par des tumeurs à tire-larigot. Ça a été le syndrome de la guerre du Golfe, et c'est là où énormément d'Américains ont pris conscience du problème, dont des amis proches à moi que je connais là, sur place, et donc là, ça a commencé à faire beaucoup de bruit. Donc on va dire que ça fait bien 15-20 ans que je ne dis pas que tous les Américains sont informés parce que c'est vaste, c'est un territoire énorme, mais il y a beaucoup de gens qui commencent à faire attention. Donc la bonne nouvelle, c'est que certains fabricants, que je ne vais pas citer, parce que bon, on pourrait aussi, j'ai assez de soucis comme ça par rapport à mon livre, certains fabricants perdent des millions d'euros et c'est classé par continent sur leur site. Donc c'est très intéressant. Depuis 2004, ils perdent énormément d'argent. Donc le soda, notamment pour revenir à ces soldats américains, du fait que le soda ne soit pas mis au frais, mais à une température de 30 degrés, ça se dépasse. Et donc, bien sûr. Qu'est-ce qui se produit en supplément? Il se produit en fait dans la bouteille. C'est comme quelqu'un qui va mettre des édulcorants dans son thé, dans son café. Le thé et le café étant à 40 voire 60 degrés. À partir du moment où ça dépasse ces 30 degrés-là, la molécule se transforme, parce que c'est des atomes libres, elles ne sont pas attachées comme dans les produits naturels et chimiques. Donc la molécule se transforme en poison déjà dans la bouteille qui est exposée à la chaleur ou la boisson. Donc vous avalez déjà quelque chose qui est dangereux. Et ça va, si vous le mâchez par exemple par un chewing-gum, c'est très bien expliqué dans une interview encore, c'est à la radio et à la télévision par le docteur Roberts. Là, voilà. Et c'est très bien expliqué. Un chewing-gum sans sucre, il le dit, c'est de la nitroglycérine sous la langue. C'est grave d'entendre ça. Sur le coup, vous n'y croyez pas. Vous dites, mais attendez, il est américain, ils exagèrent tous là-bas, ils disent n'importe quoi, c'est pas possible. On n'autoriserait pas un produit comme ça. Donc, il a fait une très bonne interview l'année dernière. Il y a eu beaucoup de choses aux États-Unis et où il explique le danger par rapport aux enfants. Il y a des enfants, après le petit déjeuner du matin, ils vont à l'école avec un chewing-gum sans sucre à la bouche pour pas se laver les dents. Vous ne pouvez pas, j'en ai vu des centaines, vous ne pouvez pas demander à un enfant d'écouter en cours après avoir mâché une telle friandise. C'est impossible, parce que le cerveau n'est plus apte à écouter. Il est en train de s'autodétruire à chaque dose. C'est dramatique. Ça fait des enfants, j'en ai vu beaucoup, des petits, qui commencent après à avoir des symptômes comme fatigués, les cheveux de plus en plus fins, ils sont très palos, ils ont des cernes sous les yeux, gris, rose ou marron, et ils sont très énervés, souvent hyperactifs, souvent agressifs, fatigués, incapables de bien dormir la nuit. Enfin, ça devient un cercle infernal. Et le docteur Blaylock n'est pas du tout rassurant dans la partie finale de ce documentaire, parce qu'il parle de la grossesse. C'est le sujet qui est abordé en ce moment par certains médias, même en France, puisque ça commence. Là, c'était un article du mois de novembre dans le Parisien, il me semble, et aussi au niveau de Montpellier avec le docteur Laurent Chevalier. Et donc, il y avait l'aspartame sur la sellette le 21 novembre 2007 dans le Parisien, où vous avez donc un député UMP de Montpellier que je connais et qui a écrit avec ce nutritionniste et le docteur Sicolella au ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, pour demander la suppression temporaire de l'aspartame pour les femmes enceintes suite à une étude du docteur Morando Sofriti, qui a été tellement dénigré pour ses 3 dernières études sur le sujet. Il est là. Je vais te montrer. Ah, donc ça, c'est le professeur Morando Sofriti. Je l'ai rencontré l'année dernière en France, lors d'une de ses conférences. Et donc, on lui a cassé du sucre sur le dos, on a fait croire plein de choses abominables. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai demandé comment il prenait la chose. Et d'une patience extraordinaire, il m'a dit « Mais madame, je ne m'inquiète pas du tout. Je sais très bien comment. Je vais à New York la semaine prochaine, on va me récompenser pour mes recherches. » Et il est parti à New York et on l'a récompensé.
Donc, il y a un problème pendant la grossesse. C'est pas en 2007 qu'on l'a dit, c'est bien avant aux États-Unis où on avait décelé certains problèmes pendant la grossesse. Donc, c'est pas momentanément qu'il faudrait interdire l'aspartame ni que pour les femmes enceintes. Je suis désolée, c'est pour tout le monde. Donc, un petit récapitulatif à travers les différents propos que vous avez tenus. Donc, l'aspartame, c'est censé remplacer le sucre. Donc, tout ce qui est effectivement Diet Coke, etc., sans sucre, boisson, soda sans sucre, ainsi que chewing-gum sans sucre, à proscrire, ça c'est une chose. Oui. Qu'il se passe notamment en fonction de la chaleur, une aggravation de La l'intoxication. décomposition de la molécule, oui, la décomposition de la molécule. Alors, pour ceux et celles qui se disent, mais oui, moi je mâche du chewing-gum, mais il est avec sucre. Est-ce que là aussi, il y a des édulcorants? Est-ce qu'ils peuvent se permettre d'en manger? Est-ce que, effectivement, certaines boissons soda avec du sucre, est-ce qu'il y a des édulcorants, ces fameux additifs alimentaires? Est-ce qu'il y a danger aussi à boire ou à manger ces chewing-gums? Alors effectivement, comme il y a une prise de conscience, il semblerait progressive en Europe, pour différentes raisons, il y a des gens qui me disent « Ah non, vous inquiétez pas, j'ai entendu parler de cette molécule, je prends des chewing-gums avec sucre ». Donc il y a une marque où il y a marqué à la chlorophylle, et figurez-vous, il n'y a pas marqué sans sucre, donc les mamans, je connais une maman de 45 ans qui me disait « Mais non, celui-là, il est au sucre ». Mais elle n'a pas regardé des ingrédients écrits en minuscules, vraiment une patte de mouche. Et là, il y a marqué exhausteur de goût aspartame. Elle en mangeait 6 par jour. Elle a arrêté. Hein. Ça fait 2 ans. Elle va mieux. Hein. D'accord. Elle est dans un état. Mais donc, il faut lire les étiquettes parce qu'effectivement, après, ces sociétés-là vont essayer de chercher d'autres édulcorants pour dire, ben voilà, c'est comme une certaine marque française qui avait sorti des yaourts sans aspartame il y a 1 an et demi. Mais depuis, il n'y en a plus. Hein. Ça n'a peut-être pas marché assez. Il faut savoir que, vu que cet édulcorant provoque un phénomène d'addiction, c'est pas un yaourt que vous allez manger, c'est 2, voire 3. C'est pas une canette ou 1 litre que vous allez boire, c'est 2, 3. C'est pas un chewing-gum de temps en temps que vous allez finir par manger, c'est 50, 100, 200 par jour. D'où l'intérêt, forcément, de faire des boîtes qui en contiennent 70 plus 80 ou 80 plus 10, de plus en plus grosses, pour favoriser cette consommation. Oui, c'est ce qu'on trouve maintenant. Des oui. boîtes contenant une cinquantaine de Et des chewing-gums. bouteilles de 2 litres pour 46 centimes, la sous-marque, ou 27 centimes, où il n'y a même plus marqué Diet ou Light, mais on vous garantit que c'est sans sucre. Ou c'est j'ai vu une étiquette il n'y a pas très longtemps, c'est à teneur réduite en sucre. Il faut le dire. Alors, concernant les femmes enceintes, pourquoi est-ce que justement les résultats de l'aspartame sur ces femmes enceintes ont été d'autant plus mis en avant? Est-ce qu'il y a eu une comment est-ce que je pourrais dire, une évidence que sur les femmes enceintes, l'aspartame, plus que sur des femmes ou des hommes les hommes ils sont pas enceintes, mais j'entends pour les femmes qui ne le sont pas, en tout cas il y a une réelle différence ou pas? Alors, il y a 2 cas de figure. C'est que l'aspartame pose de graves problèmes de fertilité. Donc, il y a des femmes qui consommaient ces produits depuis 5, 10, 15 ans, qui décident un jour d'être enceintes et qui n'y arrivent pas. Donc, en Angleterre, Madame Belinda Barnes s'occupe de ça depuis 40 ans. Elle prend un couple qui n'a pas pu avoir d'enfants. Ils font une analyse de sang ou de cheveux pour voir le taux de vitamines qui manque. Et on change la nutrition du couple, futur papa, future maman, les deux, pendant 6 mois à 1 an, pour après avoir un enfant magnifique et en bonne santé. Et en 2004, quand j'ai eu l'honneur de la rencontrer, elle venait d'aider un couple de 40 et 43 ans à avoir des jumeaux. D'accord, donc ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'en arrêtant, l'organisme reprend ses droits. On peut essayer, on peut tout essayer pour. C'est pas évident des fois c'est impossible, je peux pas le garantir, mais on peut tout. Il faut nettoyer l'organisme. Parce que comme le docteur Blaylock, par exemple, auteur de ce livre, a fait un programme de désintoxication. Minimum 60 jours d'arrêt complet, etc., etc. Il y a tout un protocole, mais en France, on ne trouve pas tous les suppléments nécessaires pour essayer de ralentir les dégâts, voire reconstruire. C'est pas facile. Il faut demander du temps, il faut laisser du temps. Par contre, j'ai une femme enceinte qui, moi, je suis désolée, je ne vais pas dire de non plus, mais il y a eu des échos, des femmes qui m'ont dit, pour éviter de développer un diabète gestationnel pendant la grossesse, on m'a conseillé de prendre des édulcorants pendant une grossesse. C'est une aberration, je suis désolée. Il ne faut jamais consommer d'aspartame pendant la grossesse.
C'est incroyable d'entendre ça de nos jours. On est en 2008, en 2007. Il y a des sages-femmes qui, des fois, parce qu'elles ne savent pas, parce qu'on ne les a pas informées. Si on vous dit c'est un produit sans danger, allez-y, eh ben, elles vont répéter. D'un autre côté, vous avez pu mettre en évidence qu'il y avait de la désinformation. Il y a une grosse désinformation. Et ça, c'est grave d'entendre qu'aujourd'hui, dans certains pays, il y a encore des gynécologues, des sages-femmes, des généralistes qui disent « Ah ben, prenez ça, à petite dose, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. » C'est pas vrai. Est-ce qu'il y a des répercussions sur l'enfant une fois que la femme a accouché? Alors, si l'enfant naît à terme, parce qu'il y a eu des fois de nombreux cas, là, si je vous lis des extraits du livre sur la grossesse et l'aspartame du docteur Roberts, c'est à pleurer, quoi. C'est des horreurs, quoi. Donc, si l'enfant n'est pas déformé pendant la grossesse, si la grossesse se termine bien, en général, on ne voit pas forcément un problème à la naissance. Parce que l'enfant est bien formé, il n'y a pas de problème physique. Par contre, je suis désolée, le docteur Blaylock l'explique très bien et très clairement dans son ouvrage, comme le docteur Roberts. Une femme qui prend de l'aspartame pendant la grossesse, ça passe par le placenta. Tout ce qu'elle consomme va passer par le placenta. C'est obligé. Donc j'imagine aussi que pour l'homme, ça minimise d'autant plus sa fertilité. Ah oui, tout à fait. Ça, c'est prouvé. Ça fait des années qu'il y a de nombreux produits chimiques qui interfèrent avec le nombre de spermatozoïdes. Il y a de gros problèmes aussi avec le glutamate au niveau de la fertilité. Et il y a il y a beaucoup de problèmes de fertilité chez l'homme comme chez la femme. Par contre, une femme qui réussit à tomber enceinte, pendant sa grossesse, il va falloir qu'elle fasse de la nutrition pour son bébé. La nutrition de l'enfant commence avant la grossesse et pendant la grossesse. Des fois, je tombe sur des forums où je vois une femme enceinte qui dit « Ah là là, je suis accro aux édulcorants de synthèse, j'arrêterai après l'accouchement. » Qu'est-ce que vous voulez dire à cette maman si elle est enceinte de 8 mois? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? C'est une catastrophe. Donc après, aux États-Unis, il y a une association qui a été créée par une femme qui a survécu son intoxication et qui a créé un programme c'est dans mon sac, tout un programme aussi de désintoxication. Et il y a une association qui s'est formée avec des parents dont les enfants souffrent de retards mentaux et dont les mamans avaient consommé de l'aspartame sans savoir. C'est pas leur faute. On leur conseille, elles le font. Les gens qui leur conseillent sont censés savoir. Oui, sans compter que si vraiment c'était à ce point-là néfaste pour le corps et l'esprit, ça ne serait pas autorisé par nos différentes instances gouvernementales qui sont là pour normalement faire barrière. Ça l'est. Mais ça l'est. Donc après, ça va donner des enfants qui moi, je connais une maman, elle me dit, son fils a 7 ans, il dort toujours pas. Il fait pas ses nuits à 7 ans. Donc elle devait travailler pendant sa grossesse, par exemple, elle a été fatiguée, donc elle a pris du magnésium et de la vitamine C pendant toute la grossesse, tout en allaitant. Et ces deux produits-là étaient édulcorés à l'aspartame. Donc ça va donner des enfants qui ont souvent des allergies, qui comprennent ce qu'on leur dit, mais qui mettent du temps à répondre. Donc on va dire c'est un retard, ça va venir. Et au niveau de la motricité, ça peut avoir des répercussions. Mais c'est souvent au niveau de l'apprentissage. Donc le docteur Blaylock explique que même des fois, on voit des effets secondaires à l'adolescence. Mais je vous garantis qu'on peut en voir plus tôt. Alors dans quel type d'aliments l'aspartame, ok, on entend tout de suite, ça me paraît comme une évidence, oui, les petites sucrètes là pour sucrer mon café ou mon thé qui font pas grossir, d'accord. Qui font pas grossir. Ouais, soi-disant. Donc on entend effectivement pour les sodas, Diet Coke, etc. Pour les chewing-gums sans sucre. Est-ce que l'aspartame est uniquement fait ou a été conçu pour remplacer le sucre? Ou est-ce qu'on peut le trouver dans d'autres aliments sans pour autant qu'il agisse comme effet sucrant, je dirais? Tout à fait. Alors, normalement, il devrait être utilisé en tant qu'édulcorant intense. Donc, en premier lieu, c'est les personnes qui sont diabétiques, qui doivent éviter le sucre. C'est les personnes qui veulent maigrir, qui veulent faire un régime, qui vont se pencher vers ces produits sans se soucier des effets secondaires puisqu'on ne leur a pas indiqué. C'est pas leur faute. Il faut déculpabiliser. Ceux qui m'écoutent, il ne faut pas culpabiliser. Vous ne saviez pas. Personne ne prendrait consciemment, à moins d'être vraiment dépressif et suicidaire, une maman ne donnerait pas volontairement un produit dangereux à son enfant. C'est pas possible. Ça se ferait pas. Donc on embellit la chose, on met des jolies couleurs, on dit que c'est à la fraise, que c'est bon pour les dents, etc. Et ça se vend. Donc tout le monde en mange. Aux États-Unis, il est estimé que je crois que c'est 70% des adultes qui en consomment et 40% des enfants. C'est une catastrophe. Je suis désolée. C'est énorme. C'est énorme. La France, depuis l'année dernière, j'ai la joie de vous annoncer ça, serait le deuxième pays au monde où on consomme le plus de chewing-gum après les États-Unis. Donc quand vous rencontrez des gens qui en consomment 1800 en 3 semaines
ou qui en consomme 50 par jour, vous comprenez que c'est vrai. Il faut savoir qu'on a des usines de ces produits-là en France. Il y a 30 ans, il y avait très peu, ou quasiment pas de chewing-gum avec cet édulcorant dedans. Ça se vendait quand même, c'était connu. Moi-même, j'en mangeais. Mais après, bon, ça m'a passé, je ne sais pas pourquoi. Mais il faut savoir que c'est vraiment, le docteur Roberts le dénonce comme quelque chose de très dangereux pour les enfants. Et ça passe à la télé, ça passe à la radio, etc. Il faut arrêter. Alors, une auditrice qui appelait au secrétariat qui s'étonne que, parlant d'aspartame ou de sucrète, il n'est pas mentionné que ces produits remplacent le sucre. En fait, l'idée à la base, c'était de remplacer son ancêtre, la saccharine, et de se dire, tiens, on a trouvé un édulcorant de synthèse, donc on va le vendre, ça va marcher. Et malgré la première autorisation en 1974 de la FDA aux États-Unis, après on a retiré à nouveau. Certaines sources disent que ça a été introduit quand même dans certains médicaments en Europe. Et pendant près de 15 ans, on a dit non, on va faire plus de recherches. Et c'est ce fameux Donald Rumsfeld qui a été influencé le lendemain de l'élection de Ronald Reagan en 81, qui a imposé quand même ce produit considéré comme dangereux dans la nutrition, les aliments secs, et après dans les boissons. Et depuis, c'est une catastrophe. Donc, à partir du moment où ça a été autorisé là-bas, il y a une personne qui est dans un documentaire de 9 minutes aux États-Unis, qui dirigeait la FDA là-bas et a touché $1,000 par jour pendant 10 ans pour faire ça. Donc, ça a été, comme le dit le docteur John Olney très clairement, un complot financier et politique, alors que cette molécule était prouvée comme étant neurotoxique. Je me demande en même temps, en vous écoutant, s'il n'y a pas eu des associations entre ceux qui sont dans le domaine effectivement politique d'une part, envers ceux qui produisent ces aliments avec ces additifs alimentaires, et en même temps les grands groupes pharmaceutiques, puisque ça crée des maladies, donc tout bénef, tout le monde s'y retrouve, ça fait circuler la machine. C'est ce que me disait un expert, je ne citerai pas maintenant à la radio, mais qui me disait ça il y a 3 semaines, effectivement, c'est une manne d'argent. Donc le souci, c'est que selon la loi, même les enfants dans le code pénal au niveau de la loi des droits d'enfants devraient avoir accès à ces études-là, et même les études scientifiques. Et ils ne l'ont pas. Pourquoi ? D'une part, le français moyen, certains disent le français lambda ne comprend rien en anglais, donc encore moins en anglais scientifique. Et d'autre part, toutes ces études, mais il y en a eu en France aussi il y a 10 ans, par rapport au calcium et l'aspartame, sont en anglais. Donc comment voulez-vous que le français moyen, à moins qu'il ait un prof d'anglais comme voisin ou comme frère, puisse lire ces textes-là ? C'est pas possible. Alors, je rappelle aux auditeurs que nous recevons Corinne Gouget pour son livre Additifs alimentaires aux éditions, j'arrive pas à le retenir. Du Chariot d'or. Du Chariot d'or, on peut le trouver facilement ? Alors oui, il va passer en 7e édition parce qu'il y a eu un petit souci technique, une erreur chez l'imprimeur dans la 6e édition. Donc là, il y a marqué 52 000 sur la 6e édition. J'en ai certains exemplaires, mais la page justement qui commençait sur l'aspartame était blanche. Ça c'est comme par hasard. Oui, alors moi c'est un lecteur de Toulouse très âgé qui m'a écrit en me disant voilà, j'ai l'édition précédente, tout va bien, mais là à la page 67 elle est blanche. Je dis c'est pas possible. Et donc il y en avait 12 000 exemplaires d'imprimés quand même. Donc il m'a mis entre parenthèses, ce sabotage serait-il fortuit. D'accord, en tout cas on peut le trouver. Donc là, la nouvelle édition arrive normalement ce mois-ci. Si vous voulez d'urgence le livre, vous pouvez me contacter, je vous donnerai mes coordonnées. Sinon, vous pouvez le trouver dans le 14e complété, où j'ai rajouté les parties manquantes, parce qu'il y en avait une autre. Vous pouvez trouver ça chez Consommateurs Associés. Donc c'est une boutique, 41 rue du Couédic, dans le 14e à Paris. Et vous pouvez aussi le trouver au Jardin du Graal, 29 rue des Trois Bornes, dans le 11e, si je ne me trompe pas, où là, l'édition, je l'ai complétée moi-même à la main. J'ai collé la page 67 et le E630 qui avait aussi disparu. C'est un exhausteur de goût. Donc, allez savoir pourquoi, on ne saura jamais. Cette 6e édition avait subi, on va dire... sabotage. Un sabotage. Non, mais j'étais pas contente, vous imaginez bien. Donc, après, il est sorti aussi en hollandais. Au mois d'octobre, donc il est là. Donc c'est son petit frère, j'aime pas trop la couverture, mais bon, j'ai pas trop choisi. Et il dépasse 15 000 exemplaires, c'est une révolution en Hollande. Donc il va sortir en d'autres langues, mais je vais pas trop en dire maintenant.
parce qu'on m'embête aussi, vous imaginez. Mais il fallait que les gens sachent. Moi, je ne peux pas, sincèrement, je ne peux pas passer devant une maman qui donne, par exemple, il y a des chips, hein. Il y a des chips qui contiennent ces deux molécules, l'aspartame et le glutamate. Je me dois d'informer la maman pour qu'elle sache. Une autre question peut-être? Alors, je n'ai pas pris le prénom de l'auditeur. Franck. Franck, bonjour Franck. Oui, bonjour. Bonjour Franck. Bonjour. Oui, je vous appelle pour savoir, parce que moi je suis vendeur de chewing-gum, et la plupart de mes chewing-gums sont au xylitol. Oui. Alors le xylitol, on m'a critiqué pour l'avoir classé comme rouge. Je dois faire un prochain chapitre là-dessus, peut-être sur mon site si j'ai le temps. Il y a un xylitol qui est vendu en poudre blanche et extrait de bouleau, qui semblerait-il n'est pas toxique. Certains se lavent les dents avec, cuisinent, etc. Et on en trouve souvent dans les boutiques diététiques. Donc ça c'est xylitol A, on va l'appeler. Je suis persuadée personnellement que dans les chewing-gum que vous vendez, ils vont pas mettre un xylitol extrait de bouleau qui coûte très cher. Ils vont mettre un autre xylitol. Donc j'ai été personnellement contactée par une société chinoise qui vend plusieurs édulcorants, Oui. Du xylitol, de l'aspartame, de la stevia, tout. Et j'en ai donné un mot à Betty Martini aux États-Unis qui m'a confirmé que cette société était une des plus dangereuses au monde. Et figurez-vous que ce xylitol-là, qui est en photo dans des chewing-gums, sur ce site, vous pourrez m'envoyer un email, je vous fais passer, est fabriqué à partir de maïs et de betterave. Donc je voudrais bien qu'on m'explique pourquoi, sous le même nom, il y aurait deux xylitols différents. Voilà. Bon. Donc, s'il y avait, alors aux États-Unis, il y a certains chewing-gums qu'avec ce xylitol. Il y a eu certains soucis de xylitol utilisés dans des biscuits pour chiens. Il me semble que c'est en 2006, mais je pourrais reconfirmer ça. Et certains animaux en ont mangé une grande quantité et ont fini avec certains problèmes de santé plutôt graves. Donc ça a fait aussi un petit scandale aux États-Unis. En France, rassurez-vous, rien du tout, tout va bien. C'est comme le nuage, il n'est jamais passé. En France, l'aspartame n'est pas toxique. Hein. Donc après, bon, le xylitol, je compte bien faire un chapitre là-dessus. Personnellement, je n'en consomme pas. Mais j'avoue que si vraiment il y a ce xylitol d'extrait de bouleau qui est bon pour la santé et qui semble être bon, très bien. Maintenant, ils n'ont qu'à changer le nom pour l'autre. D'accord. Bon. Faire attention. Est-ce que toi, Franck, en tant que vendeur de chewing-gum notamment, suite à l'émission que tu es en train d'écouter, tu comptes peut-être éventuellement acheter le livre de Corinne Gouget et puis, je sais pas, faire des photocopies notamment sur l'aspartame, le mettre dans ta boutique et justement, peut-être que ça serait autant favorable pour toi puisque tu prendras en même temps soin de ta clientèle en mettant en évidence le fait que tu ne proposes pas de chewing-gum dans ce genre-là. Ah oui, bien entendu, j'aimerais même prendre l'email de madame pour... Ah oui, tout à fait, je vais vous le Eh donner. ben, justement, pour redire le site Voilà. Mission Possible. Alors non, c'est pas le site. Le site est en construction, je peux vous le donner aussi, mais ça demande beaucoup de temps et je suis en train d'obtenir les autorisations écrites des 3 plus grands experts en la matière, donc un psychiatre, un neurologue et un diabétologue, pour traduire une partie de leur texte en français et le mettre sur mon site. Donc j'ai obtenu 2 autorisations sur 3, j'attends incessamment la dernière autorisation. Donc l'adresse email Donc, alors. mon adresse email est la suivante pour le moment. Donc c'est mission possible en petites lettres et tout attaché, donc pas impossible. Hein. missionpossible.france en petites lettres Oui. @wanadoo.fr. Bon, je vous remercie. Et sinon, pour votre information, il y a une dame dans le sud de la France que je ne vais pas nommer ici, mais qui a un café au bord de la mer et qui, depuis 2 ans, affiche ici, je ne vois pas de soda aux édulcorants parce que c'est dangereux pour la santé. Et du coup, elle a plus de clients qui viennent et qui sont rassurés parce qu'elle ne vend pas, elle n'a rien dans son café avec de l'aspartame. Ok. Alors, à vous de choisir. Je vous remercie beaucoup, madame. De rien, Merci, Franck. Je prendrai contact avec vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Et nous accueillons Claudia. Claudia, bonsoir. Oui, Bonjour à tous. bonsoir. Alors moi j'aurais 3 petites questions. Allez-y. Alors déjà vous avez parlé que tout à l'heure vous avez écrit à Roselyne Bachelot. Non, pas moi. Pardon Un député de Montpellier et un nutritionniste, oui. Oui, voilà, excusez-moi. Mais simplement on n'a pas su la suite. Est-ce qu'elle a répondu? Non, jamais. Ils attendent encore. D'accord. Deuxième question. Est-ce que donc j'imagine qu'il y a un lien avec tout ce qui se passe dans les collèges, les lycées, cette violence et cette à fait. agressivité? Tout à fait.
Ça, c'est prouvé. J'ai pas le DVD avec moi, il est qu'en anglais actuellement. Il y a eu une expérience qui a duré de nombreuses années aux États-Unis, dans un collège qui s'appelle Appleton College, dans le Wisconsin. Et c'est en vidéo de 15 minutes sur un DVD que j'ai chez moi. Et en fait, ils ont changé la nutrition de tout le collège, tous les élèves. Parce qu'on voit qu'ils se shootent tous avec toutes ces boissons, ces chewing-gums, et on est un peu surpris. Ils deviennent violents, dépressifs, paranoïaques aigus, agoraphobes, donc ça donne des élèves qui ont peur d'aller en cours, qui restent devant la télé toute la journée, qui se replient sur eux-mêmes. Souvent dépressifs, puisque si vous voulez, cette molécule a tendance à faire baisser le taux de sérotonine dans le cerveau assez rapidement. Justement de la dépression. Ah oui, ça rend dépressif, même les parents. Hein. D'accord. Oui. Et donc j'avais entendu dire il y a au moins 10 ans un psychiatre qui était très étonné de voir que en crèche, des petits de quelques mois seulement étaient très agressifs dans les jeux, même les uns et les autres, vous savez, 6, 7 mois, 8 mois, 10 mois, et étaient très très agressifs. Alors donc maintenant on pourrait faire le lien. Avant, ils n'arrivaient pas à savoir pourquoi. Alors oui, ils n'arrivaient pas à savoir pourquoi. Il y a une dizaine d'années environ. Voilà, il faut savoir qu'en France, comme dans d'autres pays, comme aux États-Unis, ça a été dénoncé, je vais vous dire la date exacte, parce que je l'avais mis dans mon livre, ça m'avait choqué cette émission. Si vous voulez, je suis rentrée en France en 2004, et là, c'est comme si je revenais au pays 11 ans après. Et là, j'ai réalisé qu'il y avait des choses, par exemple, il y a une émission extraordinaire qui était passée sur M6, Zone Interdite, diffusée le 30 janvier 2005, dont le titre était « Antidépresseurs, somnifères, amphétamines, drogue-t-on nos enfants ?» Donc je l'avais enregistré. Et là, on expliquait les problèmes liés aussi à la ritaline et à l'hyperactivité, les jeunes dépressifs en France. Et ils expliquaient même que la France avait le triste record mondial de taux de suicide le plus élevé au monde chez les jeunes. C'est très grave. Et donc, oui. Donc il y a un lien entre, il y a un fort lien entre la nutrition et le comportement des enfants. Donc c'est ce que je dis, j'ai une nièce qui a un petit garçon de 2 ans qui est en hyperactivité. Oui. Et c'est difficile de faire entendre cela. Hein. Donc il est suivi même par un psychiatre. Vous voyez un petit peu le coût pour la sécurité sociale. Oui, oui. Alors que je lui dis de vérifier dans l'alimentation. Je lui ai donné des indications et apparemment elle passe outre. Et autour de moi, quand j'en parle, il y a des gens qui sont très intéressés et d'autres qui s'en fichent complètement. Alors, il y a un fait qui est très grave aussi. Je l'ai toujours observé, même dans ma propre famille, et chez des milliers de gens. Comme cette jeune maman fait partie de votre famille, elle ne vous écoutera pas. Et voilà. Il faut arriver avec quelque chose d'extérieur. Ouais, d'accord. Elle ne vous écoutera pas. J'ai rencontré madame des milliers de gens. Ils ont beau essayer d'expliquer. Il y a même des mamans qui me contactent par email. Je leur téléphone sur leur fils et elles me disent ma fille est là, on est mercredi, il n'y a pas école, elle a 7 ans. Vous pouvez lui expliquer parce que moi, elle ne m'écoute pas. La petite fille au début était, j'en pense à une, elle était timide et au bout d'une demi-heure, elle me dit mais j'ai compris. Elle est partie chercher son paquet de bonbons, sa loupe, et elle a dit, mais je suis intelligente, moi, je vais arrêter. Et il a fallu que ce soit moi qui lui explique, parce que sa mère, elle ne voulait pas l'écouter. Oui, ça c'est un petit peu pour tout. Hein. Oui, c'est ça c'est dramatique. Hein. Non, mais c'est les adultes, c'est pareil. Alors après, vous avez, c'est très court comme vidéo. Je vais aussi demander le droit de traduire ça. Le docteur Blaylock, auteur de ce DVD sur justement la nutrition et le comportement, c'est très très important comme conférence. Et il expliquait que le rôle des excitotoxines, comme cette molécule d'aspartame et le glutamate monosodique, qui lui est un exhausteur de goût. Et c'est un combien? C'est le combien? Le 621 et bon, c'est un gros problème là aussi. C'est en train de faire un scandale. Alors c'est 621, mais il a plusieurs cousins. Et malheureusement, je vous le dis, parce que ça passe en boucle à la télé en ce moment, donc il faut que ça se sache en France, ce glutamate monosodique, lui, se cache sous 30 à 40 noms différents. Aïe, aïe, aïe. Oh. Donc, le docteur Blaylock a fait une extraordinaire conférence en 2007, je pense que c'était février, aux États-Unis. C'est vraiment génial, mais bon, il faut comprendre l'anglais, je l'ai pas encore traduit. Et il explique que le glutamate monosodique aurait dû être interdit dans les produits pour bébés dans les années 50, il me semble, suite aux actions du docteur John Olney à l'époque. Et il regarde le public comme ça et il dit, vous savez quoi? Il y a eu une conférence de presse, ils devaient l'enlever, ils ont juste changé le nom, ils l'ont pas enlevé. Et les gens, ils sont révoltés. Et à la fin de sa conférence, c'est un homme qui présente très bien, qui est extraordinaire, et il dit, je suis désolé, messieurs, dames, je me devais de vous le dire. Et il explique qu'il a fait ce livre où il y a plus de 500 références, c'est une folie. Et il a dit, j'ai fait ce livre, sachant très bien qu'il fallait que je me justifie, et j'ai mis un maximum de références pour qu'on ne puisse pas m'attaquer. Et il le dit, c'est dans toute votre nourriture. C'est hallucinant les effets du glutamate, ça rend agressif, ça rend obèse, ça rend diabétique, c'est une horreur.
Et il y a presque 50 ans, Dr John Olney avait prédit, si on laisse autant de glutamate monosodique dans la nourriture, on aura une épidémie mondiale d'obésité et de diabète. Et voilà. Et il avait raison. Alors sur le coup, j'ai pas cru comme vous. Je vais me dire, mais attendez, il exagère. Et quand vous rencontrez pas 2-3 personnes, mais 1500, 2000, 2500 personnes qui ont tous ces problèmes-là et qui finalement, en arrêtant ces produits, maigrissent, j'ai vu des mamans perdre 20 kilos en 6 mois. Avec la peau qui rajeunit, les cheveux qui repoussent. Je veux dire, même des femmes de 58 ans, c'est extraordinaire. Donc c'est souvent réversible, pas toujours malheureusement, mais il ne faut plus en prendre. Et ça devient un problème parce qu'il faut reconsidérer tout ça et changer sa nutrition. Et c'est pas impossible, mais ça demande beaucoup d'efforts. Donc il faut le savoir. Il existe aussi en français un livre qui est très bien fait, un peu long à lire pour des adolescents qui n'ont pas envie de lire et qui ont des trous de mémoire, qui s'appelle quand même Le mensonge alimentaire, qui est sorti en janvier 2006, donc aux éditions Guy Trédaniel, je répète, Le mensonge alimentaire, chez Trédaniel. Et l'auteur est allemand, bien sûr, il a un très bon avocat, c'est pas encore mon cas. Docteur Hans Ulrich Grimm. Alors lui, il mâche pas ses mots, hein. Il mâche pas ses mots. Le mensonge alimentaire chez Trédaniel. Donc moi, je conseille toujours d'acheter ce livre parce que c'est un des rares livres en français qui aborde le sujet donc de certains colorants, du glutamate en détail avec tout l'historique et d'une partie de l'aspartame. Et comme par hasard, il reprend lui aussi les noms et les expertises du docteur Blaylock, du docteur H.G. Roberts, c'est des plus grands, et en expliquant que cette molécule n'aurait jamais dû être autorisée et qu'il est grand temps d'en informer les enfants en expliquant, c'est très simple, un enfant de 4 ans ou 6 ans, vous allez dire, maman ne savait pas, c'est pas bon pour ta santé, on va trouver autre chose. Il y a des produits de remplacement. Oui, tout à fait. Seulement, ça demande un effort. Et le but de ces excitotoxines, c'est de faire baisser le quotient intellectuel du public. Ah bah oui, bien sûr. De les rendre abrutis. C'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Blaylock aux États-Unis à la télé, madame. De faire baisser, de détruire le cerveau jusqu'au point où la personne va croire tout ce qu'on lui montre, notamment à la publicité à la télévision. Mais si notre cher président supprime certaines publicités, tout ira mieux peut-être. Mais les gens iront quand même acheter. Ça fait des générations de neuneux, puis voilà. Ah mais ça a fait, c'est pas, en tout cas, c'est en train de fabriquer. On vous remercie, enfin moi je vous remercie personnellement de votre combat et ça nous rend grand service. Hein. Moi je connais beaucoup de choses là, tout ça, bon, je suis un peu baignée dedans, mais c'est très bien que vous puissiez vous exprimer. Ah ben je remercie tout à fait cette radio qui m'avait déjà accueilli il y a 2 ans et depuis je me battrai jusqu'au bout. Voilà, vous avez aussi notre soutien. Merci beaucoup, madame. Merci, continuez d'écouter l'émission. Au revoir, Claudia. Beaucoup de choses là qui ont été dites, notamment dans la nourriture pour bébé, dans les pots de bébé. Oui. On en trouve ? De quoi, de l'aspartame ? Normalement, non. Je ne sais pas. Ça ou d'autres qui ont les effets dont vous avez mentionné tout à l'heure. Alors, quand vous voyez des palettes entières dans certaines grandes surfaces, j'en ai vu récemment, mais bon, ça me déprime tellement, de plats tout prêts pour bébé à passer au micro-ondes, mais par pitié, il faut pas. Que voulez-vous qu'un plat tout prêt dans un bol en plastique qui est là depuis 3 à 4 semaines dans ce récipient, une fois passé au micro-ondes, soit bon nutritivement pour un enfant ? Il faut arrêter. Donc le docteur Blaylock dénonce aux États-Unis, notamment depuis 1 an maintenant, 1 an cette semaine, qu'en fait ils ont changé les noms et ils ont laissé du glutamate monosodique dans les produits pour enfants. C'est très grave. Donc l'idée, c'est de cuisiner soi-même. Un enfant ne mange pas des tonnes de nourriture. On peut facilement acheter 2-3 légumes, les éplucher, faire une purée, faire soi-même l'aliment frais, un aliment vivant, sans pesticides si possible, si on peut. Cuisiner soi-même. Les enfants, à partir de 3-4 ans, ils adorent aider à cuisiner. Ils en mettent un peu partout, c'est pas grave. Ils lèchent les plats, ils se régalent et ils sont fiers de faire eux-mêmes un gâteau avec maman. Il faut réapprendre à cuisiner à ces enfants-là. C'est urgent. C'est très urgent. Donc, on va accueillir Nadia d'ici quelques secondes, mais qu'on entend additif alimentaire, qu'on entend aspartame, qu'on entend le E951 ou le E621, etc. 621, etc. Là, c'est d'office quasiment danger. C'est un additif, quasiment. Donc là, c'est... en fait, il y en a certains qui sont pas dangereux en tant que tels, puisque dans les produits bio, je ne sais plus le chiffre exact, il y a beaucoup moins d'additifs autorisés.
Par contre, il faut faire attention à la dénomination du glutamate qui peut se cacher et c'est dénoncé aux États-Unis haut et fort par des grands groupes, des grands sites internet et des associations entières. Donc il faut être vigilant. Il faut rester vigilant même dans les produits bio. Je préfère manger bio, je préfère quand même lire les étiquettes, surtout s'il y a des intolérances au gluten, aux allergies, etc. Il y a de plus en plus de personnes et d'enfants allergiques et il n'y a pas de souci, ça vient de la dénaturisation des aliments. Je veux dire, il y a de gros problèmes. On est ce qu'on mange. Le docteur Mercola, qui est très connu aux États-Unis, dit on est ce qu'on a mangé. Nous accueillons Nadia. Bonsoir Nadia. Nadia. Bonsoir Nadia. Bonsoir madame. Voilà, moi je voulais savoir moi je prends du Coran. Moi Oui. je jette à la poubelle là, mais moi j'aime bien le sucre. Oui. Et je voulais savoir, je prends le fructose. Je sais pas si vous connaissez. Je connais le fructose en général dérivé de betterave par exemple. Il faut bien se renseigner de quelle sorte de betterave, puisqu'il y a un projet de cultiver cette année, ou du moins aux États-Unis, mais pas en Europe, des betteraves à sucre OGM. Est-ce que vous conseillez de prendre ce sucre-là à la place des Est-ce que vous êtes Est-ce que vous avez des intolérances alimentaires ou vous êtes diabétique? Non, je suis pas diabétique. Ça fait depuis combien d'années, si c'est pas indiscret, que vous prenez des édulcorants de synthèse? Oh là là, de nombreuses années. Hein. D'accord. Et ça me fait un peu peur. Parce que, Alors écoutez-moi bien, il ne faut pas avoir peur. D'accord. Il faut se dire, je ne savais pas. C'est très Ouais, important. je savais pas, ouais. Donc c'est pas Alors, la moi, peur, c'est maintenant Ouais. vous avez l'information, c'est un secret Ouais, que je d'accord. vous donne. Vous allez pouvoir l'utiliser pour vous en sortir et servir d'exemple à votre entourage. Vous ne D'accord. saviez pas, vous ne devez pas culpabiliser parce qu'après le stress peut entraîner des maladies. Donc maintenant Ah vous oui, savez. non, mais pas à ce point-là. Ah non, mais il y a des gens qui Non. pleurent à mes conférences parce qu'ils ne savaient Non, pas. mais j'ai mon fils qui me le disait. Maman, c'est pas bon. Pourquoi Voilà. du Coca Light? Et Il vous me l'avez pas le disait écouté? moi-même. Non. Il m'a dit, excusez-moi du terme, mais c'est de la saloperie. Tu peux pas savoir tout ce qu'il y a dedans. Arrête, prends-toi un vrai Coca. Et votre Il me fils, disait. il a quel âge si c'est pas indiscret? 16 ans. Super, bravo. Vous le féliciterez de ma part. Il m'a dit, mais moi, je préfère prendre du Coca normal que de prendre Voilà. du Coca. Il m'a dit, À mais c'est l'aspartame. n'importe quoi que tu fais. Tout ça, voilà. Et, Bon, vous en, ben, d'accord. et vous en consommiez de plus en plus, pensant bien faire, évitant le sucre. Parce que je voulais pas prendre du poids. Et vous en avez pris? Disons que j'arrive pas à perdre. J'ai Voilà. 3 petits kilos qui me gênent et j'arrive pas. Bon, ça va. Il y a des gens, c'est 34 kilos qui les gênent, hein, donc ça va. Et le miel, alors, en fin de compte. Alors, on peut essayez de compenser prendre avec- un miel le plus sain possible. Il y a beaucoup de problèmes et de polémiques par rapport au miel en ce moment avec les abeilles qui ont des gros problèmes de santé aussi. Sirop d'érable sinon. Sirop d'érable, sirop le de riz. sirop d'érable. Il y a Pardon il y a du sirop de riz aussi qui est très bien. Il y a du sirop d'agave, il y a du miel, il y a des sucres complets, mais des vrais, hein, pas du sucre roux. Le sucre de canne. Alors du vrai sucre bio, si possible, complet. Il y a du rapadura, il y a du sucre quasiment noir qui est D'accord. extraordinaire, qui est plein de vitamines. Mais là, on va en mettre beaucoup moins. Par exemple, vous faites un gâteau, on vous dit 120 grammes de sucre. Bon, vous allez essayer de trouver un sucre non raffiné, bien sûr. Mais libre à vous de mettre 80 grammes ou 90 grammes, de D'accord. réduire la quantité de sucre dans votre recette de gâteau. Faut pas être non plus idiot. On peut réduire la quantité de sucre dans le gâteau. Mais si vous n'êtes pas Diminuer, diabétique, en fin de compte, c'est la consommation, malgré que ce soit du sucre Voilà, noble, je sais pas comment on peut dire. oui, Mais il faut diminuer quand même cette quantité-là. Si parce on que aussi, peut, quand même, oui. fait grossir, quand même. ben, il faut pas en surconsommer, mais si vous voulez, le sucre blanc, il n'y a plus rien dedans. Il faut essayer de prendre des sucres complets qui n'ont pas été dénaturés, où il y a encore des minéraux et des vitamines. Et après, libre à vous de réduire la quantité de sucre dans vos recettes. Mais de toute façon, à partir du moment, et c'est très connu aux États-Unis, à partir du moment où vous allez arrêter ces produits édulcorés, normalement, vous allez maigrir. D'accord. Mais c'est à vous de voir. Donc, je dois informer aussi les auditeurs parce que j'en ai beaucoup parlé par Internet avec le docteur H.G. Roberts, hein, qui est en contact avec moi, entre autres. Et il me disait, le problème, c'est les premières semaines après l'arrêt. Ça peut durer 2-3 mois, ou voire rien du tout, des fois 2 jours. C'est l'état de manque. Donc, si vous en consommiez beaucoup, on est à l'antenne, on va pas en discuter maintenant, mais vous pourrez me contacter par Internet. Vous risquez d'avoir des migraines, des tremblements, des moments de fatigue ou de déprime, mais c'est votre corps qui est en manque. D'accord, mais je peux compenser par une pomme, un fruit. Voilà, une pomme, un fruit, boire beaucoup d'eau pour nettoyer l'organisme. Lui, dans ce pavé, comme dit Laurent, il conseille jusqu'à 3 litres d'eau par jour. Non, mais faut pas exagérer quand même. Ah non, mais il faut nettoyer l'organisme. Hein, quand on connaît bien le dossier, après on se pose des soucis. Le problème, c'est la décomposition de la molécule qui se décompose en sous-produits dans l'organisme et qui a du mal à s'évacuer. Disons, j'en prends tous les jours, le matin, à chaque fois un café, j'en mets une, enfin ce goût sucré. Ok, bon, moi je vais foutre ça à la Prenez poubelle. autre chose et donnez-moi de vos nouvelles par Internet si vous avez mon adresse email.
Ouais, si je vous l'ai, pouvez. je l'ai écrit, c'est mission possible. Voilà, mission. France. @wanadoo.fr. Wanadoo.fr. Mais vous appelez comment? Parce que Corinne Gouget. Corinne d'accord. Gouget. Gouget. Entendu. G-E-T. Bon, ben, je vous remercie, puis bravo encore pour. Merci, pour je vous souhaite une très bonne santé. Merci, vous de même. Au revoir, merci Nadia. à Radio Ici Maintenant. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, Ça fait beaucoup, hein. oui, bah oui, il y a tellement. En fait, dans les produits laitiers notamment, parce que vous l'avez mentionné tout à l'heure, là en plus on sait qu'il y a une hausse des produits laitiers et j'aimerais qu'on puisse définir si il y en a, par exemple quand on dit les crèmes goût, goût vanille, goût chocolat, arôme, les petits Suisses, les petits filous et tout ça pour les gamins, là aussi édulcorant. Alors, pour enfants, à ma connaissance, pour le moment, je n'ai pas vu trop de produits pour enfants, destinés aux enfants avec cet édulcorant dans les yaourts. Mais par exemple, vous avez des petits yaourts à boire dans des petites bouteilles magiques. Là, le 0%, il est à l'aspartame. Et on donne ça à des enfants pour boire dans la cour à 10 heures. D'accord, mais encore une fois, l'aspartame c'est un de ces additifs, mais donc il y en a d'autres après, derrière. C'est l'interaction. Donc le problème, c'est l'interaction. Donc on va faire passer certaines personnes à la télé sur les chaînes privées, comme l'été dernier, pour dire mais il n'y a pas eu d'études entre l'interaction. C'est pas vrai, puisqu'il y a eu la formidable étude de Liverpool en 2005. Donc le souci, c'est que si certains additifs entre eux deviennent 4 à 7 fois plus toxiques, on peut se poser la question sur le mélange de 100 additifs dans le corps d'un enfant. Il est estimé en Australie qu'un enfant consomme jusqu'à 100 additifs par jour. C'est énorme. Donc après, c'est Hiroshima, parce que vous, par exemple, je ne veux pas savoir, mais vous avez mangé tel ou tel produit ce matin, moi j'ai mangé autre chose, ce midi vous allez manger autre chose, ce soir vous mangerez autre chose, mais ça va rester plusieurs heures, voire plusieurs jours dans votre organisme. D'où l'intérêt de boire beaucoup pour désintoxiquer. Ah oui, là il faut, oui, en clinique, aux États-Unis, on fait boire les gens énormément pour vraiment nettoyer le corps. Mais il faut plus en reprendre, parce que si vous voulez, moi j'ai certaines personnes en France, en Belgique, en Suisse, et il y a un homéopathe en Angleterre qui a fait des miracles sur des victimes de l'aspartame. On appelle ça des victimes parce qu'elles ne savaient pas et qu'elles ont pris sans savoir. On leur a fait prendre, ce qui est plus grave. Mais bon, par ignorance, on espère. Donc du coup, ces personnes-là, cet homéopathe uniciste a réussi à les désintoxiquer par homéopathie, donc un seul produit à la fois, mais il leur fait arrêter 6 semaines complètement. Et il a réussi, par exemple, à sauver une petite fille d'une opération de la thyroïde à Londres. Ça a été assez connu, puisque le docteur Roberts a été contacté. Et en fait, elle buvait énormément de boissons édulcorées. Il n'y a quasiment que ça comme boisson pour enfants en Angleterre. C'est une catastrophe. Il n'y a que des boissons sugar-free, no added sugar. Et vas-y, c'est des litres et des litres et des litres. Et donc, ces enfants, à l'école, apportent leur repas souvent dans une lunchbox, puisque je le savais, j'y habitais. Et ils ont leur petit pack de ces boissons édulcorées. Et c'est une catastrophe en Angleterre, c'est une vraie catastrophe. Donc cette petite fille de 4 ans, on devait lui enlever la thyroïde. Parce que ça a des effets aussi sur la thyroïde, l'aspartame. Donc, et finalement, pour raison technique, l'opération a été retardée. La maman a entendu parler de cet homéopathe, elle a été le voir et il a dit surtout pas d'opération. Et il a réussi à désintoxiquer cet enfant et à éviter l'opération. Donc du coup, il a contacté le Dr. H.G. Roberts, qui a contacté l'hôpital général pour enfants à Londres pour leur dire ça suffit. Moi, j'étudie ça depuis 25 ans. Heureusement que cet enfant n'a pas été opéré. Parce qu'une fois qu'on n'a plus la thyroïde, qu'on ait 4 ans ou qu'on ait 50 ans, il n'y a plus beaucoup d'années c'est des médicaments à vie. Ah oui, tout à fait. Oui. Sachant que la thyroïde, notamment, est cette glande endocrine qui favorise l'empathie. Tout à fait, entre autres. Donc on peut avoir de l'hyperthyroïdie ou de l'hypothyroïdie et c'est tout un problème. Et après, une fois qu'on l'a enlevé ou qu'on a enlevé une partie, c'est plein de problèmes. Donc tant qu'on n'a pas de problème, on l'oublie, on l'ignore quasiment. Mais une fois qu'elle est plus là, elle est plus là et ça repousse pas. Donc il faut faire de la prévention. Moi je suis pour faire de la prévention. Vaut mieux prévenir que guérir. Maintenant certains experts scientifiques en France me disent oui mais guérir rapporte plus. Magnifique. Corinne Gouget, avec ce livre Additifs alimentaires aux éditions Le Chariot d'Or, oui. Avec une adresse email pour l'instant, missionpossible.france@wanadoo.fr. Autre chose que je voulais mentionner, oui, donc la question de l'auditeur, à savoir qu'il consomme des bonbons suisses. Oui. Il semble que pour lui, il y ait une accoutumance oui. Et il a des transits intestinaux, des sécheresses de la bouche. Donc, est-ce que ça, c'est entre guillemets normal ou oui. pas ?
Oui, dans le questionnaire du Dr Roberts que j'ai là, il y a aussi le fait d'avoir la bouche desséchée. On appelle ça dry mouth en anglais. Et ces bonbons provoquent une accoutumance. Moi, j'ai aidé une femme de 58 ans à qui on avait dit, après 15 ans de ces bonbons-là, hein, elle a acheté par 10 boîtes, hein, c'était devenu un cas grave, on lui a dit, vous avez une fibromyalgie. Point barre. Donc c'était déambulateur, fauteuil roulant, canne, angoisse, beaucoup de crises d'angoisse, pas d'obésité parce que c'était une femme très active qui dansait le rock'n'roll plusieurs fois par semaine, qui courait, qui faisait beaucoup d'activités. Et donc chez les sportifs de haut niveau, on va dire que le rock'n'roll c'est quand même c'est pas du ballet ou de la danse douce. Hein. Donc chez les gens qui font beaucoup d'entraînement physique, la toxicité de ces produits-là, glutamate, aspartame entre autres, vont beaucoup plus vite. Et ça peut provoquer des arrêts cardiaques fulgurants. Donc cette femme-là, après 15 ans de ces bonbons-là, se retrouvait dans une incapacité totale de travailler et de danser, de marcher, etc. Et je l'ai rencontrée en 2006. Tout de suite, je savais qu'elle en avait mangé, mais elle ignorait qu'il y en avait dans ces bonbons-là. Pour elle, elle n'en prenait pas. Et progressivement, elle a dû s'arrêter tout de suite. Hein, et progressivement, j'ai trouvé les thérapeutes qu'il fallait. Et aujourd'hui, cette femme a 58 ans. Elle danse le rock'n'roll à nouveau. Elle marche, elle nage, elle va à pied chez le kiné. Et les voisins n'arrivent pas à le croire. Mais elle a dû changer complètement son traitement, sa nutrition. Mais elle a eu aussi la motivation, l'envie de vivre et de s'en sortir. Ça, c'est très important. J'ai un aspartamien, parce que je les aime beaucoup, ces gens-là, parce que je les comprends. Il faut pas brusquer cette personne-là. Il faut l'encourager, la soutenir moralement, physiquement des fois, pour arrêter cette envie d'en reprendre. Et des fois, la personne a beaucoup, beaucoup de mal. Donc, si elle vit seule, c'est le cercle infernal. Hein. Donc, elle a réussi à s'arrêter. Je l'ai beaucoup aidée mentalement. Physiquement, je l'ai aussi beaucoup aidée. Et aujourd'hui, elle a retrouvé une certaine motricité et on attend qu'elle aille mieux à 100% pour envisager, comme il y a des dossiers en ce moment aux États-Unis qui se font contre des chewing-gums sans sucre par rapport aux tumeurs au cerveau, parce que c'est la cause de mortalité numéro 1 chez les aspartamiens, envisager des poursuites judiciaires contre certaines firmes, mais ça demandera des années et si c'est pas possible, tant pis. Mais il faut faire de la prévention en attendant ce jour-là. Une très bonne question que Niklos souhaite vous poser. Niklos, bonjour. Oui. Bonjour. Qu'en est-il des dentifrices avec l'aspartame ? Alors, on m'en a rapporté un cas, mais j'ai pas la boîte. Moi, si vous voulez, quand on me dit j'ai trouvé un dentifrice à l'aspartame, je demande l'emballage au moins, ou la photocopie de l'emballage. Donc, apparemment, il y en aurait un qui en contient. Moi, j'ai trouvé des crèmes amincissantes à l'aspartame et au café, françaises, Cocorico. Je me demande encore pourquoi on va jusqu'à mettre un édulcorant de synthèse dans un gel rose pour enlever la cellulite sur les cuisses des femmes. À moins qu'on se lèche les doigts après l'avoir appliqué, je vois pas l'intérêt. Je vois vraiment pas l'intérêt. Oui, et dans le dentifrice, est-ce que pour la thyroïde, est-ce que ça oui, pourrait bien être... sûr. Monsieur, si vous avez un dentifrice qui en contient et que vous lavez les dents régulièrement tous les jours, voire 2-3 fois par jour avec ce dentifrice-là, même si vous vous rincez la bouche, c'est comme les gens qui disent je mâche un chewing-gum et après je le crache à la poubelle. Oui. La molécule, elle passe dans la salive. Hein. Oui. Donc c'est obligé. Donc après, forcément, l'idée c'est de ne plus utiliser ce dentifrice-là, d'en trouver un aussi sans fluor. Le fluor, c'est un autre débat. Et il faut savoir que c'est prouvé aux États-Unis, encore une fois en Angleterre, que l'aspartame interagit avec différentes molécules comme le fluor, les médicaments et les autres produits chimiques. Hein. Donc après, c'est Hiroshima. Oui, d'accord. Donc, je comprends. Il faut éviter d'utiliser des cosmétiques qui contiennent de l'aspartame. Oui. Vous avez une autre question, monsieur ? Non, merci bien, c'était ça. Voilà. Merci Niklos. Bonne santé à vous. Au revoir. Merci. Alors, dans les médicaments, on en trouve aussi. Malheureusement, oui. Quel genre de médicaments ? Tous. Presque tous. Même pour les bébés. T'es venu ici pour sabrer le moral, en fait, la santé des gens. C'est grave. Non, mais c'est dramatique parce que vous êtes malade. Donc, vous faites attention. Par exemple, j'ai vu une femme dans un train. Au premier coup d'œil, je savais que c'était un cas grave. Mais bon, j'allais pas lui dire. Donc, en discutant, tout ça, j'aborde le sujet. Et puis, elle me dit, j'en prends pas. Elle me dit, c'est chimique. Ma grand-mère me l'a toujours dit, j'en ai jamais pris. Et puis, je la regardais, je me disais, et plus de thyroïde, surpoids, cheveux abîmés, la vue, tout dans un état pas possible, obèse morbide. Et elle me garantissait qu'elle n'en avait jamais pris. Alors, j'ai énuméré certains produits. Non. Et je cuisine tout moi-même. Alors, peut-être qu'elle met des bouillons cubes avec du glutamate ou autre, on ne sait pas. Non. C'est pas possible. Pour moi, c'était impossible. Avec tous les problèmes de santé qu'elle avait eu, cette pauvre femme, des opérations en voiture, voilà.
Et puis je dis, écoutez, dans mon sac, j'ai toujours un petit dépliant avec des différents produits qu'on m'envoie. Et je lui dis, regardez là-dedans, il y a bien quelque chose. Et là, elle tombe sur un médicament, je vais pas dire le nom au téléphone, à la radio, mais bon. Si. Non, parce qu'on m'a quand même embêté. J'avoue que depuis qu'on s'est pas vu, on m'a carrément pris mes enfants, n'est-ce pas, pour me faire taire. Et je sais où ils sont et ils sont pas entre de bonnes mains. Donc je ne veux pas non plus dénoncer certains noms de médicaments pour la sécurité de mes filles. D'accord. Ça, c'est aussi un double combat. Donc s'il y a des auditeurs qui peuvent m'aider avec des conseils, avec des noms de personnes qui pourraient m'aider pour récupérer mes enfants qui sont à Londres et pas au Venezuela comme certains, j'aimerais bien qu'on aille me les chercher, même si M. Sarkozy veut bien aller les chercher pour moi, j'ai l'adresse et tout ce qu'il faut. Mais bon, c'est un autre problème aussi assez grave, donc je ne peux pas donner ce nom de médicament, mais en fait cette femme a ouvert mon petit dépliant et elle me dit, mais c'est quoi ce sachet? Qu'est-ce que ça fait là? Et je l'ai regardé, j'ai fait, s'il est là, c'est que c'est un médicament, l'aspartame. Elle en avait pris sur prescription de son médecin, sans savoir. Le médecin ne savait pas, puisqu'on ne l'a pas dit. Et c'est pour soigner quoi alors? Les troubles digestifs, elle en a pris 3 sachets par jour pendant 10 ans. À l'aspartame. Alors, dans les médicaments, cette molécule est désignée avec le mot aspartame sans E. Et des fois, même entre parenthèses, au cas où vous n'avez pas compris, il y a E951. Donc, il y a des médicaments sur le Vidal, apparemment, il y a le lien internet dans mon livre quelque part. Il y en a 320 à peu près médicaments à l'aspartame, même pour bébé des fois, des sirops pour bébé, des nourrissons. Il y a marqué pour nourrissons. J'ai des notices de médicaments qu'on m'a envoyées où on conseille ce médicament pendant la grossesse, il n'y a pas de problème. C'est grave. Donc il y a des suppléments en vitamine C, en calcium, en magnésium, des vitamines pour enfants, à sucer. En général, c'est des médicaments qu'on doit diluer ou sucer. D'accord, pour donner donc ce goût sirop, sucré. Pastilles diverses et variées Voilà, pour la gorge. énormément de vitamine C. C'est une aberration de prendre des vitamines C à l'aspartame, puisque l'aspartame a tendance à détruire le système immunitaire. J'ai vu des centaines de jeunes, d'adolescents, qui prennent des vitamines C parce qu'ils sont fatigués, mais qui consomment X produits contenant cette molécule, et qui ont bronchite sur bronchite, trachéite, gastro et compagnie, qui sont complètement à plat, et qui ont pathologie après pathologie. Bon, mais c'est pas grave, chez le docteur, on va prendre des médicaments il n'y en a pas tous qui en contiennent, mais quand vous demandez à un médecin, excusez-moi, je suis allergique à l'aspartame par exemple, je veux pas de médicament à l'aspartame, je sais pas, je connais pas la molécule. Et puis, c'est un peu compliqué de trouver un médicament sans ça. Écoutez, cherchez. Donc voilà, mais il y a un manque d'information. Aux États-Unis, je ne dis pas que tous les médecins sont au courant, mais de plus en plus depuis 20 ans, demandent quand la personne vient pour un état dépressif, des problèmes de cheveux, de vue, de crampes, de fatigue chronique, etc., X symptômes, la première question c'est consommez-vous des produits à l'aspartame? Pas tous les docteurs, mais certains, de plus en plus. Et là, la personne dit oui, pourquoi? Et donc d'abord, avant de faire un pronostic, on dit à la personne, arrêtez ça, après on va voir. Donc ça peut aller très loin, ça peut aller au lupus, aux scléroses en plaques, comme Corey Brackett, et finalement ça n'en était pas. Ça peut aller aux dépressions, aux crises d'agressivité, ça peut aller très loin. Donc il faut faire très attention, il faut être vigilant, il faut être vraiment vigilant. Il y a un autre appel? Oui, Eric Laurent, bonjour. Oui, bonjour, bonsoir. Bonsoir Eric. Corinne, je voulais juste te dire un truc, je t'aime. Ah bon? Voilà. Je ne sais pas qui vous êtes, mais... on ne se connaît pas. Ah mais, bon? voilà, c'est ce que je ressens en t'écoutant, en t'entendant. D'accord. Voilà, ça fait plaisir, ça fait du bien d'entendre des gens conscients et actifs. Actif, c'est devenu ma spécialité, c'est une passion. Donc, quand je suis en conférence, j'en ai fait beaucoup. Je m'arrange pour que aucune des personnes qui viennent à la conférence ne quitte ma conférence dépressif. Oui. Et j'y arrive. J'entends bien. Parce qu'on peut s'en sortir si on veut. Maintenant, il faut savoir et il faut vouloir. C'est comme le dit le docteur Blaylock. Nous sommes d'accord. Et voilà. à la limite, on peut peut-être même plus préciser, plutôt que vouloir, désirer. Oui, aussi, peut-être. C'est encore plus doux. Ça va dans la même direction. Ça va aussi vers un objectif. Mais avec c'est chargé de positif. Tout à fait, vous avez bien raison. Non, mais il faut rester positif. Il faut rester positif en toute situation, mais bon, j'essaye de le faire. Je sais que j'ai raison. J'ai rempli près de 200 petits questionnaires comme ça du Dr Roberts lui-même avec des centaines de Français, que ce soit au Canada, dans d'autres pays et en France. Et c'est pas par hasard que ces personnes souffrent entre 2, 3, 4 ou 55 effets secondaires de cette liste et qu'elles consomment le même produit. C'est très grave. J'entends bien. Je remets absolument pas en cause Donc voilà. tout ce qui a été dit. Non, mais je suis bien conscient
de la mauvaise direction que prend l'être humain quand quand l'ego est leader, quoi. Voilà, tout à fait. Merci Eric Je vous Laurent. remercie. Bonne soirée. Au revoir. Bonne continuation. Au revoir. Il reste 6 minutes, autant Oui. dire que c'est trop court. Vous avez parlé tout à l'heure qu'on en trouvait aussi dans les produits bio. À quoi vous pensez? Quel genre Pour de produit? l'aspartame Ouais. Non, l'aspartame, dans certaines boutiques bio, ils vendent encore ces produits hyper protéinés, soit pour faire des Ah oui, régimes ou d'accord. pour les muscles, qui D'accord. peuvent en contenir. Il y a eu à une certaine période, dans les boutiques bio, un chewing-gum, je ne sais plus le nom exactement, je pourrais vous retrouver l'emballage, où il y avait une source de phénylalanine dans les boutiques bio. Dans ces chewing-gums-là, ils avaient même fait un chewing-gum pour maigrir. Et depuis, je pense qu'ils ont arrêté. D'accord. Heureusement. Maintenant, au niveau du glutamate, le docteur Blaylock dit qu'il faut être assez vigilant et qu'il faut quand même regarder les étiquettes dans les boutiques bio. Il y a beaucoup moins d'additifs, c'est sûr, mais il faut rester vigilant. Il faut rester très vigilant parce qu'il peut se cacher sous des noms comme des fois, mais pas tout le temps, arômes naturels, parce qu'il n'y a pas toujours que des arômes naturels bio. Il faut regarder aussi les petites étoiles, parce que tout ce qui est avec un astérix en général est bio, mais quand il n'y a pas l'étoile, c'est pas bio. Donc je vous laisse découvrir, je ne vais pas en dire plus, mais comme ça vous irez peut-être feuilleter le livre dans une bibliothèque ou le faire commander. Je vous laisse découvrir ce que dit mon ami Hans Ulrich Grimm dans Le mensonge alimentaire chez Très Daniel à la page 55. Voilà. Et ça sera un peu de suspense pour finir, mais allez-y, lisez. Je l'ai fait lire à plein de gens qui me croyaient pas. Donc, quand un produit est bon, ce qui est très important à se souvenir, c'est que un produit que vous adorez, qui est bon au goût, il n'est pas forcément bon pour votre santé. Et quand il y a trop de goût, qu'on salive, qu'on a envie d'en manger encore et encore, c'est qu'il y a un problème. Quand vous avez envie de finir le plat alors qu'une portion devrait vous suffire, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a souvent, malheureusement, du glutamate monosodique qui se cache sous un autre nom. Donc il faut faire très très attention. C'est pas normal de devoir vouloir encore manger. Donc il faut lire les étiquettes, si possible, avant de consommer le produit. Et si on en a 15 litres encore dans le garage, ou 100 canettes, ou 36 paquets, on se dit, j'ai compris, soit on le ramène au magasin si on a un ticket de caisse, on a le droit, ou on le jette. Mais je ne veux pas entendre des gens me dire, oh, il me reste encore 15 kilos de ceci ou 30 litres de ça, je vais le finir parce que je l'ai acheté. Ce produit est neurotoxique. Il faut arrêter la consommation le plus rapidement possible. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la première étape. Après, il y a d'autres étapes. Alors, un petit récapitulatif Oui. des produits exhaustifs. Donc, effectivement, soda, boisson gazeuse sans sucre, chewing-gum sans sucre. Ou avec sucre et caché un édulcorant à l'intérieur. Certains produits laitiers Oui. qui Oui. sont effectivement... Alors pour les produits laitiers, j'ai une petite parenthèse si on a le temps. Il y a eu une expérience bien avant l'autorisation de l'aspartame sur des singes où on a donné de l'aspartame dans du lait. Normalement, le lait devrait, selon un expert de la FDA qui travaille plus et qui dénonce maintenant, devrait ralentir la toxicité de la molécule. Et en fait, ça a été tout le contraire. Et donc, il y a, sur les 7 singes, je crois qu'il y en a 5 qui sont morts. Mais on a caché les tumeurs, on a caché les crises, on a recousu les tissus, on a fait croire qu'il y en avait encore des vivants. Enfin bon, c'était un coup monté, mais monstrueux. Donc, même dans les laitages, c'est toxique. Je suis désolée. Il faut remplacer, il faut trouver autre chose. Il faut faire des produits laitiers sains. Maintenant, après, il y a toute la polémique sur le lait, mais ça, c'est un autre débat. Donc tous les bonbons, les sirops, certains médicaments pour l'estomac dont on taira le nom. Fait, entre autres, pour les migraines, il y a des médicaments, je vais pas dire le nom non plus, qui coûtent 53 € les 12 comprimés qu'on prescrit aux gens qui ont des migraines. Et il est farci à l'aspartame. Donc moi, je connais plusieurs personnes qui effectivement, la migraine passe, mais dans la demi-heure qui suit, ils ont des crampes abominables aux jambes ou aux pieds, c'est qui est lié à l'aspartame de toute façon, et ils sont incapables de marcher, ils se couchent sur leur canapé. Je veux dire, 53 € 12 comprimés d'un médicament qui fait passer les migraines, mais qui a de l'aspartame, je vois pas l'intérêt. Il faut arrêter, il faut prendre conscience. Moi, j'ai eu des médecins qui m'ont contacté pour faire des mémoires sur le sujet. Et j'ai dit bravo, enchanté, c'est très bien que vous me contactiez. Pourquoi vous n'êtes pas au courant? UFC Que Choisir, elle a bien dit récemment, les labos sponsorisent la formation des médecins. Voilà, comme quoi. Alors, je vous rappelle pour ceux et celles qui nous écoutent, tout simplement que nous recevions, puisque l'émission est terminée déjà, Corinne Gouget pour nous parler des additifs alimentaires. Les additifs alimentaires, c'est le nom de son livre aux éditions Le Chariot d'Or. Chariot d'Or qui passe en 7e édition en 2 ans et qui va atteindre 61 000 exemplaires vendus en français.
Donc voilà pour vous l'occasion de vous soigner, de faire attention finalement à ces produits neurotoxiques qui vous tuent à petit feu tout simplement. C'est un suicide inconscient. Donc pour ceux et celles qui en tout cas le savent maintenant, plus d'excuses. Corinne, l'occasion pour vous aussi de rappeler l'adresse email pour vous joindre. Vous pouvez me contacter, je dédicace aussi des livres, je les envoie avec certains articles très intéressants sur la demande des lecteurs. Mon adresse email pour le moment c'est Mission Possible, donc MISSIONPO2SIBLE .France en petites lettres, donc missionpossible.france @wanadoo.fr. Je reçois de nombreux emails tous les jours. Vous m'excuserez si j'ai un peu de retard, mais je ferai tout de mon mieux pour vous répondre. En tout cas, merci d'être venu dans cette émission. Et puis, j'espère qu'on aura l'occasion de répéter cela parce que je pense que c'est vraiment une importance. On pourrait même faire une émission sur le glutamate proprement dit parce qu'il y a beaucoup à dire aussi. Ben, pourquoi pas? Pas de problème. On va organiser ça. Voilà. Merci en tout cas, Corinne. Au revoir. Au revoir. Bonne santé à tous.